Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin de Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va sans doute vous concerner, c'est le fait de savoir si vous êtes hypersensible ou non. Peut-être que vous en avez entendu parler, que vous vous posez la question de savoir si vous êtes justement plus sensible que la moyenne ou non, si vous êtes hypersensible ou pas. Et du coup, cette vidéo est là pour vous présenter les 20 signes qui montrent que vous êtes hypersensible. Je parle de signes et évidemment pas de symptômes, parce que l'hypersensibilité, c'est absolument pas une maladie. C'est simplement des signes qui ont été répertoriés par Hélène Aron, la personne qui a créé cette notion d'hypersensibilité, notamment au travers de livres, mais au travers d'un test aussi d'hypersensibilité. Donc ces 20 signes-là, ils viennent à la fois de Hélène Aron et puis des différentes lectures qui existent autour de l'hypersensibilité. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas forcément besoin, bien sûr, de se reconnaître dans l'ensemble des signes que je vais vous présenter. Il y a pratiquement en fait autant d'hypersensibles qu'il y a de personnes. Donc c'est vrai que si vous vous reconnaissez dans la très grande majorité des signes, par contre, ça sera justement le signe que vous êtes sans doute hypersensible. Évidemment, cette vidéo, elle n'a pas valeur de diagnostic. Il faut vous rapprocher d'une personne habilitée, un psychologue notamment, pour qu'il puisse vous aider un petit peu à vraiment diagnostiquer ça. Mais ça permet en tout cas de mieux vous connaître et puis avoir une idée un petit peu plus précise de qui vous êtes. Le premier signe qui montre que vous êtes hypersensible, en tout cas qui peut le montrer, c'est celui auquel on pense spontanément. C'est le fait d'être hyper émotif, de vivre des émotions de façon intense. Alors souvent, ce point-là, ça se résume finalement en deux facettes. Le fait de ressentir les émotions des autres, donc d'être un petit peu ce qu'on appelle l'empathie, on verra juste après. Et puis il y a effectivement le fait aussi simplement de soi-même vivre les émotions de façon très intense dans son corps, de façon, on pourrait dire, décuplée, etc. Donc effectivement, ces émotions-là, que ce soit des émotions qu'on considère comme positives, comme la joie, ou des émotions qu'on considère comme négatives, là c'est plus embêtant, comme la tristesse, la colère, etc. Comme elles sont, je dirais, intenses, fortes, et on a parfois des difficultés à les gérer, en tout cas au début, pour vraiment parvenir justement à tempérer un petit peu ces émotions. Et puis ces émotions-là, souvent, elles sont accompagnées de pensées qui viennent nous assailler, qui parfois se mélangent un petit peu dans la tête, donc on ne sait plus trop même parfois ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Donc effectivement, ce déferlement de pensées, parfois jusqu'à l'anxiété, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo, effectivement, c'est parfois un petit peu compliqué à gérer pour les hypersensibles. Le deuxième point, et je viens d'en parler dans le premier point par rapport à l'intensité émotionnelle, quand j'ai parlé du fait d'absorber les émotions des autres, c'est l'empathie. Voilà, l'empathie, c'est une des caractéristiques, un des signes de l'hypersensibilité. Évidemment, il y a aussi des hypersensibles qui ne sont pas spécialement empathiques. Donc il y a effectivement cette empathie émotionnelle, le fait de ressentir les émotions des autres. Donc là, cette empathie émotionnelle, il faut essayer de faire attention justement à ce qu'elle ne déborde pas, à ce qu'elle ne vienne pas effectivement impacter nos émotions à nous, ce qui n'est pas forcément évident. Donc ça veut dire qu'il faut parvenir à mettre cette limite-là, de se dire effectivement, ce que ressent l'autre personne, ça ne me concerne pas, ce ne sont pas mes émotions. Moi, je ressens là actuellement des émotions joyeuses, la personne en face de moi est triste, sa tristesse, elle n'est pas la mienne. Voilà, il faut parvenir, et ça prend souvent du temps à mettre cette barrière-là. Le bon positionnement avec l'empathie, si tant est qu'il y ait un bon et un mauvais positionnement, mais en tout cas la façon dont je vois les choses, pour l'empathie, c'est vraiment de parvenir à essayer d'adopter plutôt le point de vue de l'autre personne, d'essayer pendant un temps de se mettre à sa place. On dit souvent, l'expression c'est se mettre sur la colline de l'autre. C'est-à-dire se mettre sur la colline de l'autre, à côté d'elle, regarder un petit peu son point de vue et regarder les choses de la façon dont elle le voit. Voilà. Ça permet de l'écouter, évidemment, qu'elle se sente écoutée, et ça permet surtout de comprendre un petit peu ce qu'elle vit. Et que parfois, sa réalité, sa vérité, c'est pas forcément la nôtre, et c'est pas pour autant que l'un a raison, l'autre a tort. C'est simplement qu'on vit des réalités différentes, et l'empathie, ça permet justement de mieux comprendre ce qui se passe chez l'autre. Le troisième point qui est très courant chez les hypersensibles, c'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie. En gros, c'est le fait d'être surstimulé au niveau d'un ou plusieurs sens. Alors, ça c'est très variable suivant les hypersensibles, mais ça c'est quand même une caractéristique extrêmement commune d'avoir cette surstimulation au niveau sensoriel. Pour beaucoup d'hypersensibles, ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est le bruit qui pose souci, soit des bruits effectivement répétitifs, soit des bruits forts, etc. Soit une perception du bruit un petit peu plus, une seuil de tolérance au bruit un peu plus bas, qui fait que ça nous épuise peut-être davantage que d'autres personnes. Évidemment, il y a d'autres choses, c'est une stimulation sensorielle, donc ça peut être également la vue, c'est assez courant également, les difficultés par rapport aux lumières artificielles, notamment au néon, choses comme ça, ou même la lumière du soleil trop intense, etc. Ou les phares des voitures la nuit. Alors ça maintenant ça devient un peu plus massif, parce que les phares des voitures maintenant elles sont un petit peu plus puissants. Donc même des personnes qui ne sont pas spécialement hypersensibles au niveau visuel sont aussi impactées. L'hypersensibilité aux odeurs aussi. Donc ça, effectivement, ça peut être par contre très embêtant d'être dérangé par le moindre parfum, la moindre odeur, etc. Au niveau professionnel, évidemment, ça ferme des portes, parce qu'il y a des métiers où effectivement vous êtes confronté à des odeurs. Je pense aux soignants, je pense aux rippers, éboueurs, etc. C'est des métiers où vous êtes confronté à des odeurs fortes. Donc par rapport à ça, si vous êtes sensible à ça, c'est peut-être plus compliqué
Alors il y a sans doute des solutions, hein, notamment les soignants, ils peuvent mettre dans les masques petit machin pour, pour éviter de trop respirer des odeurs désagréables quand vraiment ça les gêne, mais le principe général quand même c'est que c'est compliqué, quoi. Puis il y a aussi l'hypersensibilité qu'on appelle hypersensibilité au niveau du toucher. Alors, je crois qu'on appelle ça kinesthésique, si je ne dis pas d'annerie. Donc là, c'est quand on est gêné par les matières, les tissus, etc. Pas mal de personnes sont attentifs justement voilà, aux matières de leurs vêtements, aux éventuelles étiquettes derrière qui sont d'ailleurs souvent assez grosses, hein, donc il faut effectivement relativement souvent couper quand on est rapidement gêné par ça. Donc effectivement, voilà, c'est tout cet aspect-là aussi qui fait que on peut être davantage sensible aux matières. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là, hein, toutes ces sursimulations au niveau sensoriel qui sont possibles, qu'on en ait une, comme je disais tout à l'heure, ou plusieurs à la fois, ce qui complique davantage la chose et qui nous fatigue du coup davantage. Le quatrième point, hein, pour les hypersensibles, ce qui est caractéristique, c'est qu'on a souvent, en tant qu'hypersensible, des difficultés à lâcher prise. Et en réalité, c'est parfois logique, hein, parce que, comme je viens de le dire, hein, comme on a une surstimulation au niveau sensoriel, on va parfois capter des choses, au niveau émotionnel aussi, que d'autres soit capteront pas, soit parviendront à faire avec. Et nous, ça sera peut-être plus compliqué de parvenir justement à faire avec, à lâcher prise, à se dire ça n'a pas d'importance, alors que nous, ça vient davantage dans ce moment-là nous envahir. Et puis le lâcher prise est difficile pour les hypersensibles aussi parce que simplement on a souvent une espèce de besoin de contrôle, une envie de perfection, une espèce de perfectionnisme, une envie de bien faire assez constante, qui fait que quand ça n'a pas atteint forcément le niveau de qualité et le niveau de perfection qu'on aurait voulu, on a du mal à lâcher prise et à se dire oui, c'est comme ça. En général, un hypersensible, souvent, il a du mal à admettre que ça ne puisse pas atteindre la perfection, donc il faut parvenir petit à petit à justement lâcher prise sur ce perfectionnisme, ce qui est du coup difficile. Le cinquième point, j'en ai parlé au tout début quand j'ai parlé du fait de vivre des émotions intenses, c'est d'avoir des pensées. Des pensées vraiment jusqu'à les ruminer, hein, jusqu'à l'anxiété. Et là aussi c'est plutôt logique, hein, comme on vit de l'intensité émotionnelle, comme on a les sens qui sont vraiment très très stimulés, hein, comme je disais tout à l'heure, on a plus rapidement de la fatigue, hein, parce que stimulation sensorielle, effectivement émotion plus forte, donc du coup davantage de pensée, davantage d'anxiété, ce qui fait qu'on se fatigue du coup davantage, et puis c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que comme on est fatigué, etc., on a peut-être parfois du mal à dormir, etc., et donc du coup ces pensées-là, elles ont tendance à se ruminer, etc., à se dire, voilà, dans telle situation j'aurais dû réagir comme ça, là j'aurais pas dû faire comme ça, etc. Donc ce flux de pensée, même si c'est pas évident, il faut parvenir un petit peu à le calmer. J'en parle pas mal dans les vidéos de la chaîne, hein, une des façons de faire, hein. Il n'y a pas de solution miracle évidemment, hein, mais parmi les solutions qui sont possibles pour justement calmer ce flux de pensée, il y a la cohérence cardiaque, qui consiste du coup à inspirer pendant un certain nombre de temps, à arrêter sa respiration pendant un certain nombre de temps, et puis à expirer après. Donc ça consiste en fait à se reconcentrer sur la respiration, pour parvenir du coup à calmer un petit peu son rythme cardiaque et puis du coup son flux de pensée. Ça ne va pas avoir l'effet magique évidemment d'arrêter toutes les pensées, hein, c'est pas le but, mais ça permet de se calmer, puis de revenir un petit peu au calme et de prendre ce pas de recul pour essayer de voir un petit peu ce qu'on ressent et puis quelles sont nos pensées. Et ça permet aussi d'y voir clair, et puis de se dire que ce ne sont que des pensées, que ce n'est pas forcément la réalité. Et puis, au-delà de la cohérence cardiaque, il y a aussi la méditation de pleine conscience. Donc là, c'est un peu le même principe, hein, le but c'est effectivement de parvenir à revenir à sa respiration, parvenir un petit peu à prendre du recul, à se détacher, et à prendre conscience là aussi que ce sont des pensées et pas forcément la réalité. Puis au-delà de la cohérence cardiaque, la méditation, hein, il faut parvenir à un moment donné en tout cas à stopper ce flux de pensée, alors quel que soit le moyen que vous utilisez, peu importe, hein, si c'est écrire, si c'est se balader, si c'est même faire du sport ou faire une activité artistique. L'avantage de l'art c'est ça, c'est que ça permet d'exprimer aussi des choses. En tout cas peu importe le moyen, mais il faut parvenir autant que possible à un petit peu calmer ce flux de pensée parce qu'arrive un moment sinon ça devient totalement ingérable, ça devient de l'anxiété et là, ça peut devenir problématique pour vous. Le sixième point, c'est le fait de vouloir de l'intensité relationnelle, ou en tout cas des relations hyper authentiques, c'est-à-dire sans masque, sans faux semblant, etc. Souvent, ce qui se passe, c'est que les hypersensibles, et c'est aussi valable pour pas mal de neuroatypiques, ont des difficultés avec les conversations qu'on appelle les conversations small talk, hein, les choses un petit peu convenues, un petit peu superficielles, ou qui restent en surface, etc. On a parfois des difficultés du coup à bien se situer dans ce type de conversation. Souvent, ça ne nous intéresse pas vraiment, etc. Souvent, alors c'est pas le cas de tout le monde évidemment, mais on ne sait pas forcément quoi dire sur ces moments-là, sur ces interactions-là. Et puis souvent, surtout, on aspire à autre chose, à des conversations un peu plus profondes sur ce que vivent les personnes, sur les émotions, sur pourquoi elles ont fait tel ou tel choix, etc. C'est souvent ce qui nous intéresse plus, quoi, voilà, de comprendre un petit peu comment fonctionne la personne, etc. Ce qu'elle est, ce qu'elle aime, etc. Pas forcément quel est son job, hein, voilà, ça c'est qu'une toute petite partie de la vie. Pourtant, c'est la première chose qu'on demande aux gens, hein, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est comprendre qui elle est, comment elle fonctionne,
ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend à connaître une personne, en tout cas pour un hypersensible. Et c'est vrai que du coup, par rapport à ça, ce fonctionnement-là, il n'est pas forcément, il est pas forcément le fonctionnement, je dirais, standard de la société, quoi. Le truc aussi avec ce besoin de relation intense, hein, et surtout quand les personnes hypersensibles ont des blessures ou des choses un petit peu qui ne sont pas guéries en elles, hein, ce qui peut arriver, c'est aussi que le fait de vouloir ces relations justement intenses, authentiques, nous place dans des positions qui ne sont pas forcément les bonnes. Je pense notamment au rôle du sauveur, c'est-à-dire effectivement de vouloir guérir ou sauver l'autre personne, etc. Parce que on s'en sent capable et on sent que la personne en face a des choses sur lesquelles elle pourrait effectivement se sentir mieux, etc. Donc parfois on pourrait être tenté de guérir ou sauver la personne sans même qu'elle nous le demande. Et dans ce cas-là, ça crée une relation qui est de fait déséquilibrée. Parce que de fait, s'il y a un sauveur, il y a forcément quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Donc voilà, ce rôle du sauveur, ça crée forcément une relation déséquilibrée. C'est la même chose si vous souffrez malheureusement de dépendance affective. Dans ces cas-là, c'est pareil. Il vous faudra du coup, là ça sera un petit peu l'inverse, même il faudra du coup une personne considérée comme sauveur ou guérisseur. Et donc de fait, ça crée une relation déséquilibrée, puisque comme on veut être aimé, je dirais presque un petit peu à tout prix, hein, du coup, ça crée des relations malheureusement qui ne fonctionnent pas. Le septième point, et là aussi il est logique par rapport à tout ce qu'on a évoqué jusque-là, c'est une tendance à la surréaction, au fait de surréagir aux événements, parce qu'on vit de l'intensité émotionnelle et qu'on a des émotions très fortes, on aurait une tendance du coup à avoir des émotions et des réactions un petit peu exagérées. En tout cas, des réactions qui ne sont pas forcément dans les standards qu'attend la société, quoi. Des colères peut-être plus grandes ou de la tristesse un petit peu plus grande. Et puis au-delà de la réaction, je dirais, émotionnelle, il y a ce dont je te parlais tout à l'heure par rapport aux pensées, quoi. Le fait aussi de se faire des films, d'imaginer des choses, au lieu parfois juste de poser la question à la personne en face, hein. Mais parfois le réflexe, voilà, c'est que comme on est pris dans un flux de pensée intense et un petit peu même parfois confus, on a vite fait de se faire des films et des scénarios sur ce qui se passe, souvent des scénarios en plus un peu catastrophes. Donc effectivement, par rapport à ça, il faut essayer petit à petit de sortir de ces espèces de suppositions et puis parfois juste poser la question à la personne hein, plutôt que de se faire des films pour vraiment être sûr de ce qu'il en est et puis pour pouvoir être fixé, quoi. Le huitième point, et là aussi, hein, c'est la conséquence logique de tous les points que j'ai évoqués jusque-là, c'est le fait d'être fatigué de façon plus fréquente. Parce que parce qu'on vit de l'intensité émotionnelle, parce que surstimulation, etc. Parce que trop de pensées, trop de tout en fait, voilà, qui fait qu'effectivement on finit par se fatiguer peut-être davantage que la moyenne. Et puis au-delà de ces aspects-là, le fait aussi de se suradapter hein, d'une façon parfois un petit peu inconsciente. Là je pense notamment au niveau professionnel, hein, où parfois on est obligé de tenir un rôle. Parfois on a une charge de travail qui est aussi importante, du fait notamment de la façon dont fonctionne le monde du travail de façon courante malheureusement aujourd'hui, hein, où on a tendance un petit peu à pressuriser les gens pour faire en sorte qu'ils travaillent un petit peu plus. Donc effectivement, par rapport à ça, ça aussi, hein, ça provoque logiquement de la fatigue et ça s'ajoute au reste. Et donc le neuvième point, qui est la conséquence logique de la fatigue, c'est le besoin plus grand qu'ont les hypersensibles de se reposer et de ce besoin de calme et de tranquillité. C'est encore plus vrai pour les hypersensibles qui sont davantage introvertis, hein, qui sont la majorité. Parce que là, encore plus, hein, on a besoin justement de ce moment de calme et de solitude aussi pour recharger en quelque sorte ses batteries. Donc là, la clé, hein, vous le devinez, c'est effectivement le fait de parvenir à avoir vraiment des moments de calme, des moments pour soi, hein, où on parvient un petit peu à recharger ses batteries, à se faire du bien, à prendre soin de soi. Et puis la clé, hein, ça va être effectivement le sommeil. Le sommeil, c'est la clé de voûte de tout, hein, parce que ça conditionne effectivement énormément votre état émotionnel, votre état au niveau aussi de l'hypersensibilité, etc. C'est quand même plus facile à gérer quand on est reposé que quand on est malheureusement fatigué. Il y a un effet multiplicateur, de toute façon, vous l'avez peut-être constaté, hein, quand vous ne dormez pas, ça devient beaucoup plus compliqué hein, au niveau émotionnel, au niveau sensoriel, etc. Souvent ça se décuple et puis, comme je disais tout à l'heure, hein, ça fait une espèce de cercle vicieux. Donc comme on est fatigué, effectivement, anxieux, etc., on a parfois du mal à s'endormir et vous voyez, ça s'entretient comme ça. Donc c'est souvent là-dessus hein, qu'il faut mettre l'attention, le focus, c'est vraiment sur la qualité du sommeil et d'essayer d'avoir des rituels et des choses pour vous permettre de récupérer et du coup pouvoir aller mieux. Et puis le dixième point, hein, c'est le sentiment d'être en décalage par rapport aux autres. Hein. Ça, je pense que les hypersensibles, et en tout cas les neuroatypiques, connaissent bien ce sentiment de se sentir différent, de se sentir en décalage, de se sentir un petit peu comme un alien, hein. C'est ce qu'on entend souvent comme expression, mais c'est quand même assez ça. Hein. On est clairement différent dans la façon de penser, dans la façon de fonctionner. On a parfois nos petites bizarreries qui ne sont pas forcément comprises par les autres, et c'est pas grave en fait, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ne serait-ce par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, hein, ce besoin de tranquillité, de calme, d'avoir des loisirs relativement calmes, de faire de l'art, de se balader, etc. C'est pas forcément des choses qui peuvent être comprises par certaines personnes hein, qui ne sont pas du tout dans ce cadre-là, qui ne sont pas hypersensibles évidemment, mais ça n'aurait pas de souci, qui sont même parfois plutôt extravertis et qui ne comprennent pas forcément ce besoin qu'on peut avoir à un moment donné de juste être dans son coin et lire un bouquin et voilà, pas avoir besoin de plus que ça. Et puis ce sentiment de décalage aussi, il peut être par rapport aux valeurs.
Je l'ai dit tout à l'heure un petit peu plus tôt dans la vidéo, hein. Parfois on a du mal du coup, si vous voulez, à faire avec, c'est-à-dire que effectivement on perçoit des choses, on voit que les choses parfois fonctionnent mal, on a du mal à faire semblant, notamment par rapport à des valeurs comme la justice et l'injustice. Effectivement, parfois c'est compliqué pour nous de se taire par exemple, hein, ou si on est obligé de se taire parce que les conditions font qu'on est obligé de le faire, en général ça va pas mal nous coûter. Alors que des personnes qui ne sont pas concernées par l'hypersensibilité, parfois, c'est pas toujours le cas évidemment, hein, parviennent à s'accommoder davantage d'une situation, alors que en tant qu'hypersensible, neuroatypique d'une façon générale, on a souvent du mal à faire semblant et à s'accommoder d'un truc qui de toute façon nous semble insupportable. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo sur les 10 premiers points, les 10 premiers signes de l'hypersensibilité vous aura plu. Vous allez retrouver dans une prochaine vidéo les 10 prochains signes de l'hypersensibilité, donc du coup ça fera au total 20 signes de l'hypersensibilité. N'hésitez pas, vous allez retrouver en description de la vidéo un lien vers l'article qui traite justement de ce sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et puis à vous abonner pour voir les vidéos suivantes. Quand vous vous abonnez, vous avez une petite cloche sur laquelle cliquer pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Merci et bonne journée.